Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paraculte, un podcast où on vous parle des choses qui nous ont plu en matière de pop culture, de films, de livres, de BD, d'animés, de mangas, de plein de sujets différents. Je suis Guillaume Vendée, je suis accompagné de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Et oui, salut, comment vas-tu ? Ça va très bien. Écoute, dans quel autre podcast peut-on passer d'un épisode où on parle de rap français à Alien, parce que oui, on va parler de la saga Alien ensemble. Super épisode, en tout cas, avec Pierre-Olivier. C'est la magie d'avoir une ligne éditoriale très très souple. C'est ça, on s'est pas trop contraint, et c'est un peu le plaisir, c'est relativement éclectique, c'est plutôt cool. C'était un super épisode en 2 parties sur le rap que vous avez fait avec Pierre-Olivier. On a eu des retours très sympas aussi sur le site paraculte.fr. Bah, vous aussi, participez et rajoutez des petits commentaires sur paraculte.fr. Et puis, donnez-nous vos avis. Alors, on vous laisse en distribuer un peu quelques-uns d'avance, des avis sur Apple Podcast, Podcast Addict, un petit peu sur toutes les plateformes de podcast que vous consommez au quotidien, et puis quand on en aura quelques-uns d'avance, on pourra commencer à les citer dans les épisodes comme on le fait dans Tech Café, un autre podcast sur la tech. Guillaume, c'était moi qui au départ était très très moteur pour qu'on parle d'Alien, parce que bon, j'ai pas une culture pop culture justement très très étendue, mais il y a quelques éléments que j'ai consultés qui me tiennent à cœur, dont la saga Alien. Guillaume, c'est quoi ton rapport à cette saga Alien, à cet univers ? Moi j'aime beaucoup, j'ai vu je pense tous les films, et en fait, peut-être même à la différence de toi, j'ai aussi vu les Aliens versus Predator. Et oui, effectivement, tu fais bien de le souligner parce que on va parler de 3 choses en fait dans cet épisode. On va parler de la saga Alien au sens large, alors sans trop rentrer dans des détails et sans trop avancer dans les descriptions, notamment des 3 et du 3e et du 4e film de la saga principale, parce que en fait il mériterait presque qu'on en parle à part entière. Je voudrais plus parler de la saga dans son ensemble, un petit peu du 1 et du 2 de manière un petit peu plus détaillée, sans trop donner quand même les détails des fins des films, mais tout ça est un prétexte pour amener à parler de 2 films, de la préquelle qui n'en est pas une, de la saga Alien, constituée de 2 films qui sont Prometheus et Alien Covenant. Et c'est pour ça que je suis venu, tu sais. Moi, je suis venu pour voir quelqu'un défendre Prometheus en fait, et Covenant. Exactement. Mais c'est important. Alors, c'est terrible parce qu'en plus, même en le défendant, je vais sans doute être amené à en dire beaucoup de mal. Mais il n'empêche, j'ai quand même envie de lui rendre quelques lettres, alors sinon de noblesse, au moins de souligner quelques éléments de qualité qui me paraissent importants à rappeler, et pas juste garder à l'esprit que ce film serait simplement une sombre merde. Il y a beaucoup de pourriture en film, il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment nuls, et paradoxalement, je pense que Prometheus n'en fait pas partie. Il fait partie des grandes déceptions et qui sont tout à fait légitimes dans l'univers du cinéma, je pense, mais je voudrais juste lui redorer un petit peu son blason. Je vais tenter en tout cas de me lancer dans cet exercice. Et effectivement, une des limites de cet exercice, pour ma part en tout cas, va être de ne pas parler des films Alien versus Predator, parce que je les ai tout simplement jamais vus. Ça, peut-être que tu pourras nous en toucher un mot, et puis surtout tu vas nous parler de jeux dans l'univers d'Alien, Guillaume. Oui, je pourrais vous parler de jeux dans l'univers d'Alien, c'est vrai d'ailleurs. Je te dis, bon voilà, tu vas défendre Prometheus, moi personne n'est parfait, parce que moi j'aime bien en fait le film Alien versus Predator. Et alors, j'ai pas vérifié, mais je pense peut-être le trouver génialissime alors, moi. Je sais pas, mais en fait, c'est pas le même truc. Alors, je sais très bien, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'il a pas eu le Lion d'Or de Venise, franchement. Et globalement, moi, je l'aime bien parce que, justement, je pense que c'est tout l'inverse de Prometheus, c'est-à-dire que c'est pas un film sur lequel t'as des attentes énormes. C'est un film que tu sais qui va être, un peu fun, un peu délire, et qui est en fait bien fait pour ça. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il se tient bien, il a une histoire vraiment sympatoche. Alors je sais pas si je peux expliquer. T'as jamais vu du tout toi Alien vs Predator? Mais même je dois confesser très bêtement que je ne connais même pas Predator tout court. J'en ai juste l'image du personnage qu'on voit dans les affiches ou dans les images sur internet. Ouais, donc j'identifierai le personnage, mais c'est tout. En fait Predator il est né indépendamment, dans les années 80 aussi. Et Alien vs Predator c'est d'abord un comics de Dark Horse qui date de 89. Donc c'est comics d'ailleurs dont on trouvera une référence dans Predator 2. Mais pour moi, Alien vs Predator, bon évidemment, au début c'est un first person shooter sur PC au début des années 2000 et aussi des vieux jeux d'arcade. Et alors bon oui, je voulais t'accompagner
en te parlant des jeux vidéo Alien, c'est vrai, parce que qui dit saga cinéma culte dit aussi flopé de jeux, et bon, évidemment, je suis pas déçu d'ailleurs, hein, puisque si on compte de tous les jeux Predator, Alien versus Predator, il y en a une petite trentaine, donc je vais pas être exhaustif là-dedans, évidemment. Mais si on peut pas, si tu veux qu'on parle du film un petit peu d'abord, en fait, Alien versus Predator, c'est un film de 2004 déjà, donc c'est quand même, voilà, il y a quand même un petit moment déjà, et je l'ai vu il y a longtemps, mais je l'ai revu récemment pour les besoins de l'émission aussi. Excellent. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça m'a conforté dans le fait que c'était un film honnête, en fait, tout simplement. Alors, ça raconte quoi, Alien vs Predator? Ça raconte l'histoire de Weyland, qui est le mec super riche, vieux, voilà, de la saga Alien, là, qui trouve, grâce à ses satellites... Ça se passe en quelle année? Parce que la chronologie dans les univers d'Alien... En 2004. C'est-à-dire, c'est sorti en 2004, mais dans l'univers Alien, ça se passe quand? En 2004. En 2004, très bien. Oui, c'est vraiment, quoi. C'est-à-dire, ça se passe okay. vraiment en 2004. Ils le disent carrément, il me semble même, à un moment. Je pense que c'est vraiment contemporain, en fait, de l'époque. Et donc oui, par satellite, ils découvrent que sous l'Antarctique, il y a une pyramide qui ressemble furieusement à une pyramide aztèque, et que cette aztèque, bon voilà, ils disent de toute façon que c'est un mélange de cultures, parce que comme dans tous les films de ce genre, évidemment, il y a un scientifique pyramidologue qui parce qu'il connaît très très bien les pyramides de toutes les cultures, arrive à se démerder, à lire un petit peu les hiéroglyphes et tout, et voilà, bon, enfin bref. Et donc, ouais, il y a une équipe qui se monte pour aller là-bas. Donc, dedans, il y a Weyland, le vieux Weyland, qui est malade déjà. Il y a une alpiniste, voilà, une spécialiste de l'alpinisme. Hein. Il y a un chimiste, et puis après, il y a des mecs qu'on découvre, en fait, très très grande surprise, être en réalité des soldats, hein, qui sont là pour assurer la protection, mais qui se font passer pour des mecs, voilà, qui sont... Enfin, disons, bref, il y a des mecs de la sécurité aussi. Et en gros, ils arrivent dans la pyramide, parce que la pyramide, elle chauffe, hein, c'est un peu bizarre. Et là, ils rentrent dedans, c'est un peu Indiana Jones, ils découvrent des trucs qui ressemblent vachement à des flingues, bizarrement. Ils les chopent, et là, en fait, on se rend compte que ces flingues, ils sont destinés à des gens, et surtout, il y a un truc particulier, c'est que dans cette pyramide, est en train de se décongeler une reine alien, ni plus ni moins. Et que cette reine alien, elle commence à pondre, et en fait, conjointement, il y a des prédateurs en vaisseau spatial, qui sont pas très loin de la Terre, là, et qui sont alertés, et qui se disent « Ouh là là, il y a un gros souci ». Parce qu'en fait, l'enjeu d'Alien vs Predator, c'est de réunir les deux monstres sacrés et de créer des combats entre les deux aliens, et bon, évidemment, il y en a dans le film, c'est assez rigolo. Et en vérité, le pitch de base, c'est que les aliens sont donc des animaux de l'espace hyper dangereux, et c'est les plus dangereux de l'univers, on va dire, et que les Predators, qui sont une race d'aliens extrêmement guerriers, ils les utilisent comme rite de passage. Donc ils ont construit sur Terre, il y a des milliers d'années de ça, hein, des pyramides, et dans ces pyramides, qui sont en fait des prisons pour aliens, et des labyrinthes, ils foutent des gens, je suis en train de raconter complètement le film, c'est un peu dommage, mais bon. C'est pas grave, ils foutent des gens, et dans ces gens, ils cultivent des aliens, et ces aliens, en fait, ils sont là pour être chassés par les ados. Par les petits prédateurs, qui sont déjà énormes, hein, puisque c'est toujours des gros rastas de l'espace, de toute façon, et ils sont énormes, mais globalement, c'est les jeunes, et s'ils arrivent à flinguer un alien ou plus, ils ont le droit d'avoir leurs armes, et ils ont la marque. Et en fait, c'est un peu débilos, mais c'est marrant, c'est comics, hein, complètement, et le film, finalement, il se débrouille pas trop mal à retranscrire ça, et le fait que... Et surtout, il utilise certains persos bien, quoi. C'est-à-dire que globalement, oui, les aliens sont les ennemis de tout le monde, les prédateurs au début aussi, mais finalement, au fur et à mesure, le prédateur va se rendre compte de la valeur d'un des membres de l'équipe, et qui va devenir quasiment un égal, quoi. Et franchement, le film est plutôt bien foutu et assez fun. Il est bien meilleur que son successeur, hein, qui s'appelle Alien vs Predator Requiem, où il y a plus de tout, et où il y a justement trop de tout. Mais honnêtement, le premier Alien vs Predator est franchement pas dégueulasse, et je sais pas à quel point il rentre, je sais pas à quel point il est compatible avec les trucs aliens, la chronologie canon alien, je pense pas des masses, mais on va dire que c'est un bon truc assez fun, et pas trop mal fait, quoi. Donc voilà, c'est vrai que je sais qu'il a pas une énorme réputation, mais moi je le trouve plutôt sympa.
C'est marrant parce que effectivement tu soulignes un truc, c'est que je pense que c'est presque quelque chose à part dans l'univers de la saga Alien, parce que mais tu vois, le problème c'est que Prometheus, moi j'avais des grosses attentes et j'ai été super déçu, alors qu'Alien vs Predator je l'attendais que dalle et en fait il m'a plutôt amusé quoi. C'est effectivement quelque chose dont je me rends de plus en plus compte, moi, de mon côté, qui suis un petit consommateur de cinéma dans les salles, c'est que j'y vais pas parce que j'ai vu une bande-annonce, et de plus en plus, j'évite même de regarder des bandes-annonces, et je pense que c'est un sujet à part entière qu'on pourrait traiter, c'est celui des bandes-annonces de films et presque quelque part de la communication qui est faite autour de la sortie d'un film, parce que je pense que ça peut amener à des déceptions, ce qui est évidemment pas le seul reproche qu'on peut faire à Prometheus, très très loin de là, mais ça va nous permettre justement de basculer sur l'univers pur Alien, ou en tout cas que certains considéreront comme étant le pur Alien et après le préquel. Mais tu vois, Peter Weyland, par exemple, si on regarde sa biographie, évidemment non officielle, hein, mais établie par les fans, il serait né le 1er octobre 90 et il serait toujours vivant en 2093, où la date où a lieu Prometheus, et où là il est très 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 vieux et très maintenu. Alors je pense que si dans Alien versus Predator il est déjà vieux, peut-être qu'il a été maintenu encore en vie artificiellement. Il faut pas trop chercher. Voilà, et je pense qu'il faut pas trop accepter de cohérence. On va peut-être revenir aux origines de la saga, Guillaume, et ça nous remonte à loin, à 1979, quand est sorti Alien, le 8e passager. L'histoire est finalement relativement simple. C'est un groupe de voyageurs dans un vaisseau spatial, dans un gros cargo, qui revient, et alors c'est un des éléments un peu centraux dans les films Aliens, c'est que les voyageurs, ils sont en hibernation. C'est toujours pratique dans ce style d'histoire de faire des très très grandes distances sur des grandes durées parce qu'ils hibernent. Problème, leur ordinateur de bord les tire de leur sommeil parce qu'ils captent un signal, et ils ont obligation, a priori, c'est un peu dans le code de la route de l'univers, que quand ils ont des signaux d'alerte, ils doivent aller vérifier, et ils doivent aller porter secours. Ils y vont et ils se retrouvent sur une planète relativement désertique et plutôt hostile, humide et très sombre évidemment. Ils vont investiguer, et je rentre pas trop dans les détails du film, mais grosso modo ce qui se passe, c'est qu'ils tombent sur une espèce de pilote dans un espèce de vaisseau spatial qui est décrit dans l'univers par les fans comme étant le Space Jockey, donc une espèce de cosmonaute comme ça avec une espèce de trompe. On sait pas trop s'il est fossilisé, ou on se rend pas trop compte de ce à quoi il ressemble. Et évidemment, l'équipage se retrouve confronté à ce qu'on va appeler aussi entre fans les facehuggers, qui sont ces espèces de gros insectes très flippants qui s'enroulent autour de la tête d'un humain pour pondre quelque chose dans la gorge, et ils ont une grande queue en plus qui permet d'étrangler l'humain si jamais il résiste, tu vois, il se fait étrangler. Le truc vraiment horrible. Bon, ils arrivent à sauver quand même le membre de l'équipage qui se fait faire un bisou par un facehugger. Ils remontent dans leur vaisseau, ils repartent. Et problème, en quelques heures, il y a quelque chose qui se passe dans le ventre de la personne qui revient. Oh, je spoil qu'à moitié ce film de 79, mais grosso modo, il y a un alien qui sort du ventre, et tout le film va se passer à essayer d'affronter cet alien, qui est donc le 8e passager du cargo. Et un élément important dans ce film qui est déjà présent et qui va être repris en trame de fond de toute la saga, et qui va être un des éléments sur lesquels je vais m'attarder, qui a été largement repris dans la préquelle, c'est la présence d'un androïde, qui sont des personnages très très proches des humains, mais qui sont évidemment pas des humains par définition, mais on peut presque pas les discerner des humains à première vue, si ce n'est dans l'interaction avec leur discours, dans les émotions. Oui, évidemment, si on fait une biopsie, on se rend bien compte que c'est un robot derrière. Bref, grosso modo, tout le monde meurt, Ripley survit, et elle arrive à se faire cryogéniser dans le vaisseau et à revenir. On bascule sur le 2, qui s'appelle Aliens le Retour, qui est sorti 7 ans plus tard, toujours avec Ripley, qu'on retrouve au début du film, qui est donc incarné par Sigourney Weaver dans ces films-là. Et dans l'histoire, 57 ans plus tard, donc en 2179, elle est récupérée, puisqu'en fait son cargo dérivait dans l'espace, et elle est ramenée sur une espèce de lune artificielle, une espèce de satellite ville artificielle autour de la Terre. Et bon, ça se passe pas
très très bien pour elle. Elle a des cauchemars et elle est interrogée par les collaborateurs de son ancien employeur, qui est évidemment la Wayland Yutani. Donc c'est cette entreprise qui a été fondée par Peter Wayland que tu décrivais tout à l'heure, qui serait intervenue dans une conférence TED en 2023, sache-le Guillaume, je ne savais pas si tu étais au courant, mais il se présente en disant: mon nom est Peter Wayland et vous me pardonnerez, mais je voudrais changer le monde. Donc tout parallèle avec Elon Musk sera évidemment fortuit. En tout cas, la Wayland Yutani donc l'interroge. Alors elle parle de cette planète où ils se sont posés, où ils ont rencontré ces créatures, où ils ont eu plutôt des soucis, les histoires du premier film. Et évidemment, les interlocuteurs, ils sont un peu dubitatifs parce qu'ils informent Ripley que la planète a été colonisée 20 ans plus tôt. Donc en 2159, je sais pas si vous suivez les dates, mais en tout cas en 2159, ils ont été colonisés, cette fameuse planète. Et évidemment, Ripley, sachant ce qu'il y avait, ça peut évidemment la faire flipper. Il l'invite à venir sur la planète pour une mission. Évidemment, elle refuse. Et à force de faire des cauchemars, trop angoissée par ce qui se passe, elle y va avec des militaires parce que la base de Colon ne répond plus et ils ont plus de nouvelles. Et évidemment, on peut se douter de ce qui s'est passé. Ils se rendent sur place. C'est clairement l'enfer sur place au niveau de l'implantation des colons. Ils ont quelques signaux qui détectent les mouvements. Évidemment, on se doute qu'il va y avoir des aliens, mais en fait, elle tombe sur une petite fille qui s'est réfugiée, qui s'est cachée, qui est Newt. Et donc, bon, après, je rentre pas dans les détails de l'histoire parce que pour le coup, je spoilerais beaucoup trop les films, et je rentrerai pas non plus dans les détails du troisième et du quatrième film. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les réalisateurs sont différents. Il y a le Ridley Scott, évidemment, le grand papa de la saga, qui a réalisé le premier, James Cameron qui a fait le deuxième, David Fincher qui a fait le troisième, et le quatrième qui a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Et ce qui est rigolo, c'est que je trouve que ce sont vraiment des films qui sont pour le coup dans le même univers Alien, mais sur lesquels on ressent la présence très très forte et l'influence très très forte des réalisateurs. Je pense que ça fait partie de ces réalisateurs, je sais pas ce que t'en penses Guillaume, mais qui ont une patte dans leurs films, et quand on voit un film de David Fincher, on comprend que c'est un film de David Fincher, oui, et clair, dans le cas de Jean-Pierre Jeunet, c'est le cas aussi. Oui, mais de toute façon, tu le vois à l'esthétique, tu le vois à l'histoire. Déjà, Aliens, donc le deuxième, c'est un truc beaucoup plus badass, avec beaucoup plus d'aliens, beaucoup plus de combats. Il y a vraiment... Il y aurait Schwarzenegger qu'on serait pas surpris, quoi. Mais complètement. D'ailleurs, on a tous en tête, enfin, en tout cas, tous ceux qui l'ont vu, je pense, le combat avec avec le robot, tu sais, le robot de chantier, là, bon, enfin, c'est vraiment beaucoup plus spectaculaire, alors que le premier, c'est un modèle, en fait, le premier, c'est un modèle de, slasher. De huis clos, hein, tout simplement, avec, de huis clos flippant, avec un intrus, et c'est super bien foutu. Le troisième, en fait, il revient un petit peu là-dessus, puisque c'est dans une prison, donc on est aussi dans un huis clos. Une planète prison, ouais. C'est une planète prison, et on découvre un petit peu plus aussi les deux trucs sur la biologie de l'alien, puisque c'est un alien chiant au début. Et donc ça c'est aussi marrant, et c'est vrai que dans le quatrième, qui est peut-être encore même un des plus personnels finalement de ceux de Jean-Pierre Jeunet, où on découvre il y a des acteurs fétiches de Jeunet, il y a clairement l'esthétique, la colorimétrie, la photo Jeunet, la photo Jeunet exactement, et là par contre on va encore beaucoup plus loin. Alors évidemment tout le monde n'aime pas, mais on va encore beaucoup plus loin dans le concept de l'hybridation et le questionnement de l'humanité, en fait. Il y a toujours un questionnement de l'humanité dans Alien, parce que je crois que c'est Ripley elle-même qui dit à un moment quelle espèce est la pire? Parce que les aliens, ils sont horribles. Mais en réalité, évidemment, tu n'en as pas parlé, mais il y a toujours, enfin, il y a souvent, en tout cas, dans Alien, une critique de la science sans conscience, puisque c'est, en fait, Weyland, les aliens, ça les intéresse quand même, puisque en tant qu'entité biologique ultra puissante, ultra résistante, ça les intéresse, et ils veulent bien essayer de les étudier, et pour les utiliser à terme. C'est au centre, d'ailleurs, du début du quatrième épisode. Donc, si tu veux, il y a toujours cette critique, de la science, de l'éthique, en fait, c'est une critique éthique, bref. Et donc, donc en gros, dans le 4, on va vraiment très loin là-dedans, et il y a... moi, honnêtement, la fin du 4, alors je vais pas non plus spoiler, mais la scène finale du 4 avec l'alien géant,
honnêtement, ça m'avait retourné, et très honnêtement, encore aujourd'hui, je m'en souviens avec beaucoup d'acuité, quoi. Donc il y a quand même pas mal de, oui, il y a pas mal à creuser en fait sur les aliens. Et il y a énormément, effectivement, alors, c'est marrant de dire ça, mais ce sont vraiment des films d'auteur. Ah, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais, tu parles des scènes qui marquent, pour parler du 4, alors ça fait partie c'est d'ailleurs, je crois, le seul film de toute la saga Alien que j'avais vu au cinéma. Mais il y a une scène, il est sorti en 97, le quatrième. Il y a une scène où tout se passe sous l'eau, avec une espèce de course-poursuite d'aliens. Cette scène, je me rappelle avoir été en apnée moi-même en la regardant tout du long. C'est vraiment des super expériences cinématographiques. Et honnêtement, du 1 au 4, je sais que beaucoup décrit un petit peu le 3 déjà, mais je trouve que tous autant qu'ils sont, c'est des films qu'il faut avoir vus parce que ils ont des qualités indéniables, c'est des références cinématographiques, c'est des éléments de travail. Honnêtement, je trouve qu'ils ont remarquablement bien vieilli en fait, parce que on parle quand même de vieux films. Enfin, le premier Alien c'est 79. D'ailleurs, c'est clair. Quand je le sais depuis un bon moment, mais si tu veux, il y a 10 ans, tu m'aurais dit Alien c'est des années 70, je t'aurais dit non, quoi, tu vois, c'est les années 80, mais 90, mais non, c'est 79. Et pourtant, le film reste tout à fait regardable. Il possède même une patte particulière, puisque, évidemment, comme c'est un 79, toute la technologie qui est utilisée, c'est la technologie de la fin des années 70, et donc on retrouve une technologie très vieillotte, alors que les mecs sont dans l'espace, etc. Mais comme on n'insiste pas des masses dessus, et que, bon, on a des androïdes et tout, et que c'est pas forcément le propos du film, ça passe encore pas mal, quoi, donc c'est assez marrant à voir. Et d'ailleurs, cette esthétique datée, un petit peu anachronique, elle est aussi à fond, enfin c'est aussi ce qui fait l'ambiance du jeu Alien Isolation, qui est probablement un des meilleurs jeux Alien de ces dernières années, même si bon, c'est pour, j'en parlerai plus tard. Tu vas pouvoir nous faire les mises en avant des jeux remarquables avec grand plaisir. Moi qui n'en ai fait aucun, je pense que je vais en découvrir beaucoup. Alors en tout cas, on va sortir un tout petit peu de la saga Alien cœur, l'authentique, la 100% pur jus, en gardant quand même en tête le fait qu'il y a, tu le dis très bien, des rapports, des thèmes qui sont communs. Évidemment, cette espèce de bête qui est l'alien qui synthétise toute la haine qu'on peut imaginer d'un être vivant. Il y a le rapport humain contre alien qui est effectivement très intéressant, qui au-delà de l'affrontement, comme tu l'as toi-même dit, et peut avoir matière à faire réfléchir. Et en plus, il y a un triptyque avec les androïdes qui est très intéressant, puisque les androïdes dans les films sont toujours très intéressés par cette curiosité que sont les aliens, pour les décortiquer, pour essayer de mieux les comprendre. Je dirais aussi que les femmes sont centrales pour la représentativité des êtres humains. C'est clairement les femmes les plus sensées dans ces sagas-là, qu'il s'agisse de Ripley, même Newt, la petite fille dans le 2, et telle qu'elle apparaît dans le 3, est beaucoup plus intéressante et mature que beaucoup de bonhommes qui sont présents dans le film. Ça, je trouve ça intéressant à souligner. Et il y a un dernier élément, alors qu'on voit pas trop dans cette saga, mais qui est présent en trame de fond, et qui est probablement, et en tout cas c'était une volonté plus exploitée dans la préquelle, c'est le rapport au temps. C'est vrai que les temps sont très long pour les humains. Il y a déjà notre Peter Weyland qui est qui survit artificiellement, qui est prolongé, mais il y a évidemment les androïdes qui sont presque intemporels, et les aliens qui, alors au-delà de leur durée de vie, ont un développement qui est très 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 rapide, puisque entre le moment où ils sont pondus dans le gosier d'un humain et le moment où ils sont à peu près de leur même taille, et qu'ils arrivent à massacrer d'autres humains, il se passe finalement quelques heures. Donc il y a ce rapport au temps aussi qui est très intéressant, avec différents critères selon les êtres vivants dont on parle. Alors, il y avait beaucoup de matière. Si vous connaissiez pas Alien, ou si on vous le résume comme ça, je pense qu'on peut tous tomber d'accord pour se dire il y a vraiment matière à développer des choses, notamment en amont, pour expliquer d'où viennent les aliens, quelles sont les origines. Il y a beaucoup de choses qu'on peut écrire par rapport à ça. C'est là que je suis pas d'accord, perso, mais... Ah, alors, mais déjà de base. Moi, je vais te donner mon point de vue. Je pense que à ce stade-là, il y avait beaucoup de choses à creuser. Et tout était histoire, à mon avis, de curseur. Il y a ces space jockeys qui auraient pu rester de l'ordre du pur mystère, mais qui, pourquoi pas, peuvent être un sujet à développer. Et en tout cas, cette thèse d'essayer de comprendre, de pas simplement faire de l'alien la définition stricte du terme alien, qui est l'étranger, quoi, en fait, de simplement considérer que c'est un être venu d'ailleurs. Je trouve ça intéressant de proposer une explication
Et ça a été la tentative de Ridley Scott. Toi, t'es déjà pas d'accord avec l'intention de départ, tu préférerais qu'on garde le mystère pour ce qu'il est sans tenter d'expliquer l'inexplicable, c'est ça? Ouais, en fait, je pense que c'est pas toujours une très bonne idée d'expliquer les trucs quand il y en a pas besoin. Tu vois, pour moi, l'alien, c'est un animal. C'est un animal de l'espace, donc c'est un animal dangereux de l'espace. Et si tu veux, il a une biologie, apparemment il s'hybride avec les espèces qu'il trouve. Donc ça suffit, en fait. Tu vois, je veux dire, on est dans l'espace. Dans l'espace, il y a des mystères, il y a des monstres. Donc il y a toute la symbolique des monstres comme ça qui viennent de l'obscurité, de l'immensité, donc il y a quelque chose qui rejoint un petit peu Lovecraft peut-être, tu vois, c'est un monstre qui vient, voilà, c'est un monstre qui vient de l'immensité de l'espace, de l'inconnu et de trucs qui sera toujours inconnu parce que justement c'est l'immensité de l'espace, c'est infini. L'espace il est inimaginablement grand et il y a des monstres. Et peut-être plusieurs types de monstres dans cet espace, et ça me suffit largement en fait. Tu vois, il y a des animaux sur Terre qui sont dangereux, ben dans l'espace, qui est encore plus immense, il y a des animaux aussi qui se baladent, qui se développent, parce qu'il y a une biologie, que cette biologie, elle nous est totalement étrangère, tu vois, c'est alien, et cette étrangeté, en fait, elle est, à mon avis, hein, c'est ce qui fait l'âme de la série, quoi. C'est le fait que ce soit alien, que ce soit étranger, que ce soit quelque chose qui nous dépasse, en réalité. Et en faire des outils, comme Ridley Scott a prévu de le faire, moi j'en casse déjà pas, de base. Mais c'est intéressant. Moi, en tout cas, je considère qu'à partir du moment où, bon, dans l'absolu, finalement, personne te force à adhérer à ces principes-là. Et d'ailleurs, c'est le cas, je pense, de énormément de fans, d'une immense majorité qui, sinon renie le préquel, en tout cas l'ignore, pour considérer le fait que justement l'alien est, comme tu le décris, cette entité étrangère qui nous est inconnue. Moi j'aime bien la proposition qui est de dire, pour ceux qui le souhaitent, on va vous donner une vision de ce que peut être l'histoire, entre guillemets, de l'alien. J'aime bien cette proposition, alors à condition qu'elle tienne la route. Et alors, je spoil très rapidement, mais c'est tout le problème de Prometheus, c'est que le film n'a, pour beaucoup d'aspects, alors il a complètement raté cette volonté de donner une explication qui soit logique, et surtout, il a ni queue ni tête en fait. C'est-à-dire qu'il se base sur des principes qui sont ni cohérents, ni clarifiants. Et ça, c'est indéniablement problématique. Alors ça s'explique. Alors d'une part, j'aime bien la proposition de départ qui est de dire que c'est piloté par Ridley Scott en termes de réalisation, qui est celui qui a réalisé le premier, donc c'est vraiment le papa un peu de la saga, et je trouvais ça intéressant que ce soit lui qui ait voix au chapitre là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a un élément essentiel dans un préquel, c'est le scénario. Et il y a eu finalement 2 scénarios qui ont été écrits pour ce film. Alors, je sais pas si tu connais l'histoire du scénario de Prometheus. Non, bah, tu vois, non, mais c'est intéressant parce que je m'en suis pas préoccupé. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'il y a eu des gros problèmes de scénario comme ça, où on a beaucoup hésité sur la direction à prendre, c'était un truc qui s'appelait Star Wars 7 et ça a donné un truc. Bon. Et oui, mais bien sûr, mais même d'ailleurs par certains aspects, les Star Wars 1, 2, 3 qui bouleversent certaines visions qu'on pouvait avoir, tu vois, c'est marrant parce que là où tu mets l'alien comme étant cette entité étrange dont on ne connaît pas les origines et ce qui fait tout quelque part son intérêt, comme tu le dis, la force dans Star Wars est quelque chose qui est une entité bien particulière, qui est traitée dans les films originaux de manière bien particulière, et dans les films 1, 2 et 3, et alors sans commune mesure avec les épisodes 7, 8 et 9, c'est le truc magique, quoi. Et c'est un petit peu, d'ailleurs, ta gueule, c'est magique. Finalement, ça te permet d'expliquer tout et n'importe quoi, et c'est un petit peu le problème de la dérive de ce genre d'éléments, c'est que ça permet de tout expliquer, et c'est un petit peu le cas aussi dans Prometheus, où il y a dès les premières images, la présence de cette espèce de produit noir qui veut tenter de donner une explication, mais qui en fait donne tellement d'éléments de réponse qui sont contradictoires les uns avec les autres qu'on ne comprend rien. En fait. C'est quoi le prologue? C'est le démiurge, c'est ça? C'est le mec qui se sacrifie, c'est ça le prologue? Exactement. Oui, en fait, les premières images de Prometheus, c'est cette espèce de personnage qui en fait rigoler certains. Moi, j'aime bien l'esthétique de ce personnage. On va revenir d'ailleurs dans quelques éléments de description sur ce personnage, mais cette race en fait qui est présente, on comprend, sur Terre bien avant la présence de la vie et des humains, qui boit un truc noir
noir qui commence à être surpris parce que ça commence à lui faire très très mal, et puis on voit qu'il se décompose dans l'eau et on comprend très très vite que il y a sa décomposition qui commence à générer une espèce d'ADN. Bon voilà, déjà dès les premières minutes, de base, ça n'a ni queue ni tête. Mais oui, mais c'est compréhensible. Parce que bon, alors, en plus, le pire de tout, c'est que c'est des humanoïdes. Enfin, je veux dire, tu vois, parce que l'alien, il est humanoïde parce que il s'hybride avec des humains, en fait. C'est pour ça qu'il a une tête un peu humanoïde. Mais très très d'ailleurs, déformée. Dans certains films, il s'hybride avec d'autres races. Exactement. Et ça a d'ailleurs, d'autres dans Alien vs Predator, il s'hybride aussi avec des Predators. Excellent, faut vraiment que je le voie. C'est quand même rigolo, c'est dans le deuxième. Enfin, c'est dans le premier, ça commence dans le premier, mais en fait, c'est surtout dans le deuxième. Mais bon, bref, oui, donc l'idée, si tu veux, c'est que c'est vraiment, je sais pas, des démiurges qui arrivent, qui ont notre gueule à peu près, hein, c'est quand même pas loin, et qui créent la vie, quoi. Donc voilà, donc on a un créateur, en fait. Tu vois, c'est... En fait, ce que j'aime pas trop, c'est ces espèces de relents de créationnisme New Age, comme ça. C'est très créationniste, qui me gonfle un peu. Bien sûr, je peux, sur le fond, je te rejoins, et encore une fois, sur l'intro, déjà on est dérouté, en fait. Mais encore une fois, je rentre juste dans les détails des ingénieurs, qui sont cette race extraterrestre aussi, qui serait a priori à l'origine de la création des humains et qui leur ressemblent. D'ailleurs, ils se sont inspirés de l'esthétique de plusieurs visages qu'on connaît bien. Il y a les statues grecques, il y a David de Michel-Ange, il y a la statue de la Liberté et Elvis Presley, notamment pour leur nez, ils ont le nez plat. Hein, ça inspiré. Et j'avoue que ça fait beaucoup rigoler. Moi, j'aime beaucoup l'esthétique de ces personnages. Ça se discute. Je trouve que il y a beaucoup plus matière à critiquer sur le scénario et sur cette espèce de produit noir que sur cette entité-là. Partons du principe, en tout cas, même si c'est pas pleinement bien développé, que les ingénieurs ont été d'une manière ou d'une autre à l'origine de la création de la vie sur la Terre. Partons de ce principe-là, on commence à comprendre qu'il y a des imbrications et que les aliens seraient finalement liés à cette race aussi, bien entendu. Et tout au début du film, on a, là aussi dans un environnement très très Lovecraftien, des espèces d'historiens qui vont dans une grotte et qui recoupent plusieurs informations de peintures rupestres qui détermineraient, là aussi bullshit arrive, les origines de l'humanité par les extraterrestres. Et en gros, ils arrivent à déduire des indications qui montreraient, ça se passe en 2093, qui montreraient où seraient ces ingénieurs, grosso modo. Ils font donc route pour arriver à comprendre les origines de l'humanité. Et je serai à leur place, j'aurais envie de faire pareil, à destination de LV-223, une planète qui semblerait correspondre aux indications qu'ils sont arrivés à relever. Et ils partent avec un androïde qui s'appelle donc David, qui s'est d'ailleurs autonomé comme ça en contemplant lui-même la statue justement de Michel-Ange en compagnie de son créateur, donc Peter Weyland, le grand CEO de la société, qui a été son créateur. Ils arrivent sur la Terre et c'est là où il y a sur la planète et c'est là où il y a une bascule entre le scénario original et le scénario du film qui n'ont rien à voir, parce que le premier scénario finalement, quand on en a pris connaissance, ça avait beaucoup de sens et ça aurait fait honnêtement le film que tout le monde, je pense, attendait, et il aurait clairement reçu des engouements. Il partait pas dans les mêmes délires scénaristiques que le Prometheus qui a été diffusé, mais en tout cas le scénario a été complètement réécrit, d'ailleurs à plusieurs reprises, mais surtout il a été largement repris par le scénariste de Lost. Et malheureusement, il y a peut-être une raison à cette espèce de manque de cohérence dans le film. Dans le scénario original, il y a un membre de l'équipe, Charlie, qui tombe dans un trou dans une pyramide sur la planète. Il est retrouvé, il est un peu hagard, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Il a une relation amoureuse, il couche avec Shaw, tel qu'on l'a dans le film qui a été diffusé Prometheus, qui s'appelle Watts dans le scénario original, mais en pleine c'est Noomi Rapace, c'est ça? C'est l'actrice, j'ai pas du tout le nom des actrices, mais c'est l'actrice qui a joué Shaw. Ouais, la brune. Non, la brune, c'est celle dans Covenant, si je dis pas de bêtises, non? Oui, non, mais il y avait une autre, mais qui est brune aussi, mais effectivement, ce sont deux actrices différentes. Oh, j'aurais dû bosser le nom des acteurs. Je suis tellement mauvais là-dessus. En tout cas, imagine-toi en plein débat, il y a un chestbuster, donc le fameux alien qui est couvé dans le bide, qui met fin à l'amusement et qui sort. Donc évidemment, le Charlie meurt. Watts retourne à la pyramide pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais tombe elle-même sur des facehuggers, donc bon, cohérence.
Plus tard, elle rencontre David, donc l'androïde, dans la salle sous la pyramide où il y a le vaisseau ingénieur, et c'est le vaisseau du Space Jockey de Alien. On retrouve vraiment ce même personnage et ce même vaisseau. Et David raconte qu'il a compris ce qui s'est passé pour les ingénieurs. En gros, les ingénieurs voulaient se rendre sur Terre pour détruire l'humanité avec des armes biologiques, donc les aliens, et a priori, on sait pas ce qui s'est passé. David, lui, veut finir le boulot, il emmène Watts dans la salle des œufs et lui balance un facehugger, donc les fameuses créatures qui pondent les œufs dans le gosier. Elles foncent se le faire retirer dans le vaisseau humain, donc le vaisseau avec lequel ils sont arrivés sur la planète, mais le xénomorphe, donc l'alien qui est sorti du bide de Charlie, a massacré tout le monde. Elle part retrouver David avec les survivants. David réveille le dernier ingénieur en vie, mais qui lui le décapite et finit de massacrer tout l'équipage. Il y a Watts qui parvient à s'enfuir. L'ingénieur démarre le vaisseau, décolle. Watts finit quand même par tuer, dans le scénario original toujours, le xénomorphe Charlie, tel que je l'appelle, et décolle pour essayer d'intercepter le vaisseau ingénieur. Pas de chance, un alien sort du ventre de l'ingénieur. Gros crash, Watts s'éjecte dans une capsule de survie, le xénomorphe ingénieur, donc le gros alien qui est sorti du bide de l'ingénieur, a survécu, mais Watts parvient aussi à le tuer. Et là, les pyramides envoient un signal de détresse qui serait le signal de détresse qui aurait pu être capté par le Nostromo, donc le vaisseau cargo du premier alien. Il y a moins d'interprétations bizarroïdes autour de cette espèce de produit noir. Il y a moins de volonté d'aller dans ce créationnisme tel qu'on peut le décrier dans les films tels qu'ils sont lancés, dans le scénario original. Mais dans le nouveau script, il y a pratiquement pas de xénomorphes, il y a pas ces enjeux de combat tels qu'on peut les avoir dans les sagas aliens depuis le départ, et la menace principale est plutôt remplacée par ce fameux pathogène noir chelou qui veut vraiment tout et rien dire. Une fois il détruit, une fois il fait grandir, une fois il fait muter. C'est ce fameux ta gueule c'est magique qu'on a tendance à décrier dans certains films, qui s'applique plutôt bien à ce produit. Alors en plus le film accueille un accueil plutôt froid de la part des gens, parce que déjà ils sont pas du tout en phase avec le scénario qui n'a ni queue ni tête tel qu'il est diffusé. Allez le voir si vous l'avez pas vu pour comprendre à quel point le scénario est décorrélé de ce scénario plutôt simple original. Et en plus, il est plutôt pas très rythmé, assez contemplatif. Alors vous savez que moi ça me dérange pas forcément depuis que je vous ai parlé de Tales from the Loop, qui est un archétype de contenu vidéo qui est plutôt contemplatif, et moi cet aspect-là m'a pas dérangé, mais je peux comprendre qu'il ait pu déranger un certain nombre de personnes, surtout quand on considère que c'est un film de cette saga Alien. Et en plus, c'est un préquel qui donne pas de réponse en l'état actuel, et qui du coup remplit pas l'objectif qu'on lui a demandé de remplir dans les bandes annonces. Encore une fois, ce prologue, il y a plein de questions. Déjà, dès les premières minutes du film, on est déjà plus avec des questions qu'avec des réponses, et on n'a pas les réponses dans le film. Est-ce que c'est un sacrifice rituel? Est-ce que l'ingénieur est arrivé sur Terre pour se sacrifier? Est-ce que c'est un piège? Parce qu'a priori, que lui auraient posé les autres ingénieurs, parce qu'en plus, on a l'impression qu'il est surpris, l'ingénieur, de voir sa pose désagrégée. Est-ce qu'il voulait créer la vie sur Terre? Est-ce que c'est, au contraire, une conséquence collatérale à une action qui est pas décrite? Bref, beaucoup trop de questions sans réponse pour un film, et ça permet pas du tout d'avoir une satisfaction. Il y a quand même des éléments qui sortent du lot, je trouve, et c'est là où on peut rentrer dans le vif du sujet, des éléments qui moi m'ont plu et les éléments pour lesquels je voudrais les défendre, parce que pour le moment c'est pas le cas. Il y a David l'androïde, qui sort du lot et qui est pour moi l'élément le plus intéressant de cette préquelle, et qu'on va retrouver dans Covenant, qui est cette création de l'humain qui sent bien qu'il est complètement dévalorisé par l'être humain. Il est déconsidéré par son créateur lui-même, David, par Peter Weyland, qui le ramène à sa place dès qu'il commence à vouloir un petit peu trop réfléchir. Il lui dit de servir son thé, donc il est réduit vraiment à des tâches de l'ordre de la basse besogne. Ça renvoie même à des notions d'esclavage de la période de l'histoire de l'humanité. Et il y a cette volonté qui est beaucoup plus développée dans Covenant, de la part de l'androïde, de lui-même avoir sa propre création. Et c'est ça qui est développé évidemment dans Covenant, c'est la création des aliens, plutôt par les androïdes, d'après la thèse de Covenant.
En tout cas, pour terminer avec Prometheus, pour moi, je trouve que vraiment c'est un film qui visuellement est déjà excellent. Alors oui, je sais, tu peux être visuellement excellent si jamais ton scénario est bidon, c'est compliqué. Et je suis d'accord. Pour autant, je trouve ça tellement dommage qu'on mette de côté ces éléments qui sont présents dans Prometheus. Le film est visuellement bluffant, les décors sont ouf, la mise en scène est vachement bien foutue, les effets spéciaux sont hyper crédibles et très très bien restitués. Et la bande originale est complètement dingue. À chaque fois, on souligne pas assez pour moi les bandes originales, les musiques de films qui soulignent à quel point l'univers est puissant. Et donc, c'est pas un film de monstre, c'est un film de création, de quête des origines. On se focalise un petit peu sur l'androïde, de l'homme qui veut rejoindre son créateur pour retrouver ses origines. Il y a donc les 3 niveaux de création. Il y a l'ingénieur, il y a l'être humain, et donc il y a l'androïde. C'est cette thèse-là que moi je trouve intéressante, qui a été mal réalisée, mais que je trouve intéressante. Et c'est un film sur lequel je voulais juste souligner les qualités avant de passer un tout petit peu à Covenant. Donc toi, j'imagine que ça ne te convainc forcément pas plus que ton sentiment de départ sur Prometheus, mais est-ce que tu es sensible à mes arguments qui visent à souligner les qualités visuelles, les qualités de mise en scène du film, l'ambiance et ce qu'aurait pu être le scénario original, ou est-ce que même ça ne te convainc pas du tout pour ce film? Bah, ça aurait pas dû être un film Alien, surtout, hein. C'est un peu le problème. C'est parce que globalement, ok, on sent très bien que oui, voilà, il y a un peu relation créateur-créature. Bon, ok, c'est au centre des enjeux de Covenant et de Prometheus. Bon, ça c'est, oui, c'est assez clair. Et effectivement, encore plus Covenant. Après, que ce soit visuellement très beau, ça, je dis pas le contraire, que la musique soit super, il y a pas de problème, que ce soit bien réalisé, bon bah je veux dire, bon. C'est important, tu vois, tout ce que tu dis. Je te coupe parce que tout ça on le met de côté et je trouve ça dommage dans un travail créatif comme celui d'un film de réduire Prometheus à une merde parce que scénaristiquement c'est une merde, alors qu'il y a ces éléments-là qui sont forts, je trouve. Eh ben oui, mais le problème c'est que ça suffit pas à faire un film, d'avoir des jolies images, parce que sinon après tu fais un artbook, tu vois, où tu fais bon. Là, ça me rappelle ce que tu avais dit dans un autre épisode de Paraculte où tu disais que pour un jeu c'était important le game design. Un petit peu, ça peut arriver. Non mais tu vois, par exemple, bon, ok, l'ambiance elle est super, d'accord, mais tous les personnages de Prometheus se comportent comme des abrutis. Tous. C'est impressionnant de voir à quel point ils sont cons, à quel point ils font n'importe quoi tout le temps. Et enfin, je veux dire, on se souvient tous du mème, je crois que c'est devenu un mème, hein, de Charlize Theron qui, à la fin, court pour éviter le vaisseau qui a une forme de roue, et qui est en train de rouler comme ça sur sa tranche, elle est en train de rouler, de l'écraser, et elle essaie de courir plus vite que lui, au lieu d'essayer juste de courir, bah tu sais, vers la droite, ou vers la gauche, tu vois, démerde-toi, mais pas dans la même direction que la roue. C'est la même chose pour les soi-disant scientifiques qui n'en ont rien à battre, au fait, de ce qui se passe. Les mecs, ils enlèvent leur casque détente sans aucune raison, je veux dire, le mec, il arrive dans la grotte, il regarde comme ça autour de lui, il dit « Ah bah, ça a l'air bon », et chouf, hop, voilà, il enlève le truc. Non mais je veux dire, quel, même pas scientifique, quel humain sain d'esprit arrive sur une planète extraterrestre, regarde autour de lui, trouve que c'est bon, et où il enlève son casque direct. Ça n'a aucun sens. Et c'est, si tu veux, des exemples comme ça, de réactions qui sont complètement absurdes, bah, non seulement elles sont très, voilà, il y en a aussi dans Covenant d'ailleurs, hein. Il y en a donc, dans Covenant, il y a aussi des trucs où les mecs font n'importe quoi. Ça te sort complètement de l'ambiance, quoi. C'est du scénario, c'est du script, c'est ce que tu veux, je sais pas, mais en tous les cas, les personnages, pour moi, n'ont absolument aucune crédibilité, quoi. Et du coup, ça tue complètement le film. Il y a vraiment des éléments dans la construction et la livraison du film qui sont problématiques, indéniablement. Dans Covenant, il y a un des trucs qui est qui fait partie des trucs les plus décriés par rapport à ces comportements idiots, c'est quand David, l'androïde, amène un humain devant des œufs, et en gros, tel que c'est restitué à l'écran, c'est vas-y, va regarder, c'est safe, quoi. Et l'humain reste bêtement à regarder et attendre que l'œuf puisse éclore et qu'il y ait un facehugger qui se jette sur lui. Non mais ça me rappelle la scène dans Prometheus où il y a des mecs qui tombent sur des espèces de serpents aliens. Le mec, il a pas de casque, il s'approche, il dit « Oh là là, c'est incroyable, ça a l'air vachement dangereux !» Et évidemment, il lui saute à la gueule. Non mais je veux dire, sans déconner.
Alors ces éléments-là, ils sont problématiques, mais tu vois, par exemple, sur l'histoire de David qui amène l'être humain, il y a une scène qui est coupée sur la livraison finale, et d'après les scripts originaux, et tu comprends pas pourquoi ça a pu être coupé, c'est vraiment un truc qui est incompréhensible. En fait, avant, David lui fait sentir quelque chose avec les doigts, et amène l'humain, du coup, en fait, en gros, ce serait pour l'habituer à l'odeur, sauf qu'en fait, il y a toute bonne raison de penser que ça le shoot en fait et que ça lui fait obéir. C'est un peu comme les drogues du violeur qui amènent à perdre toute raison. En gros, il y a plein d'éléments qui seraient simplement explicables et qui sont mal livrés dans le film. Et ça, encore une fois, c'est problématique et je pense que tout le monde tombera d'accord sur le fait que ça n'a pas de sens. J'aime, moi, me rabattre, c'est mon côté un peu optimiste, sur les éléments de photographie qualitative et sur la restitution qui permettent pas de combler les gros problèmes de scénario. Pour terminer, peut-être un peu rapidement aussi sur Covenant, ce que je trouve aussi intéressant dans ce film, alors qui est moins décrié pour le coup que Prometheus, pourtant il y a matière aussi à critiquer. Donc c'est 10 ans après, il y a un vaisseau qui vient coloniser Aurigae 6, donc une planète avec 2000 colons en hibernation, 1140 embryons. Il y a des dégâts, l'équipage qui répare le vaisseau avec évidemment un nouvel androïde qui est Walter, qui est une nouvelle version de David, et ça sera central dans ce film. Il capte une transmission d'une planète qui est plus proche qu'Aurigae 6, qui était censée être habitable, mais qui est aussi habitable, c'est fou ça. Et donc ils prennent décision de faire cap vers cette planète pour plutôt s'établir sur celle-ci. Et du coup, la scène va se dérouler évidemment en lien avec la suite des événements de Prometheus, où ils se retrouvent entourés par des aliens. David vient les sauver, et il s'avère que David, c'est cet androïde de Prometheus qui a survécu tout ce temps et qui les sauve. Mais qui a vécu pendant 10 ans de manière en pleine solitude. Là aussi, il y a des éléments qui visuellement, moi, je trouve bluffants au niveau de la restitution de l'environnement. Alors, c'est moins alienesque que... ça fait plus penser à une espèce de Pompéi que... il y a des références d'ailleurs avec les corps comme ça qui sont figés dans le temps qu'à l'univers alien. Ce qu'il faut noter, et c'est d'ailleurs visible dans un flashback. Alors, les détails sont pas forcément tous dans le flashback qui a été diffusé en vidéo sur YouTube pour expliquer ce qui s'est passé de Shaw qui a survécu à la fin de Prometheus, vous me suivez, mais on le voit clairement dans le flashback de Covenant, c'est David qui lâche le pathogène noir sur toute une foule d'ingénieurs, et en gros il a expérimenté le pathogène, et on comprend que David a finalement créé les aliens, et c'est là où toi ça doit probablement te faire bondir, Guillaume, mais probablement pour avoir sa propre création, essayer d'en être digne sans la décevoir, contrairement à ce que ça a été le cas pour lui. Et il y a cet affrontement qui est pour moi central dans Covenant, que je trouve hyper beau sur la création, les origines, la paternité, etc., entre Walter et David, les deux androïdes. Les éléments de Xenomorph sont plus présents, il y a probablement moins d'incohérence, mais parce qu'il y a beaucoup moins d'ambition dans les scénarios, il y a des bizarreries indéniables que tu as soulignées dans le comportement des personnages. D'ailleurs, l'ensemble des personnages de Covenant n'est pas très intéressant parce que ils sont tellement nombreux qu'on n'arrive pas à les suivre, on s'attache pas, et puis ils meurent les uns après les autres. Mais juste pour dire encore une fois que la fin de Covenant, moi je la trouve aussi super intéressante, avec David qui a réussi à récupérer des embryons d'aliens et qui se retrouve dans le vaisseau du départ du film avec tous les embryons et tous les humains congelés, et on peut s'imaginer qu'il y aurait plein de choses à faire encore avec un autre film qui ne verra probablement jamais le jour compte tenu de l'actualité autour de cette préquelle et aussi de l'accueil qui a été réservé par le public. Mais ça conclut peut-être un petit peu ce que je voulais souligner, moi, dans Prometheus et Covenant, c'est que j'ai passé, malgré tout, malgré les incohérences, des super moments. J'ai trouvé le design des ingénieurs et cette idée hyper intéressante, très maltraitée, comme on l'a dit dans les scénarios. Les scénarios originaux auraient été vachement plus intéressants. Les scènes qui ont été coupées, qui expliquent beaucoup d'éléments, sont très problématiques. Elles n'excusent pas tout, encore une fois. La BO est ouf. Moi, ça fait partie de ces BO de films que je réutilise dans des scénarios de jeux de rôle assez régulièrement, ou que je peux écouter pour me replonger dans l'ambiance et qui me font vraiment très plaisir. Les photos sont dingues. Et évidemment, on peut pas défendre 100% du film, mais je voulais quand même souligner ces éléments importants pour moi. Bah écoute, oui, mais on va dire que c'est un spin-off, c'est Alien, Daddy Issues.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi pas. Il y a quand même plus d'aliens dans Covenant quand même, mais on n'est pas dans la quintessence de la saga de base, ça c'est clair. Bon, puisque de toute façon on a explosé notre format. Est-ce qu'on fera encore 2 épisodes ou pas? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères qu'on parle des jeux vidéo aliens ou tu préfères qu'on parle du jeu de rôle alien, puisque tu viens de parler de jeu de rôle? Alors, le jeu de rôle, je vais en parler en 30 secondes. C'est juste qu'il y a un jeu de rôle qui est sorti, et qui est en France en tout cas, puisqu'il il était dispo en anglais, mais il est dispo de la part de la boîte Arcane Asylum, dont j'avais déjà parlé, qui avait fait le jeu de rôle Tales from the Loop et qui ont sorti le jeu de rôle Alien, qui est très bien, d'après la critique, qui permet d'avoir vraiment des environnements cinématographiques comme ceux des films purs de la saga, et la manière dont c'est traité au niveau des mécaniques de jeu et au niveau de l'univers sont très convaincants, alors qu'au départ, j'avais beaucoup de doutes. Donc, de l'aveu de tous, c'est une très belle adaptation des films en jeu de rôle. Allez jeter un coup d'œil si vous aimez les jeux de rôle. Mais oui, parle-nous peut-être un petit peu plus tôt des jeux vidéo, en essayant effectivement qu'on fasse pas un épisode de 2 heures. Non, mais de toute façon, perso, j'ai en tête qu'une demi-douzaine de trucs. Hein. C'est déjà pas mal. Et bon, c'est vrai que le premier film est en 79, beaucoup de ces jeux sont des titres en 2D, parfois très anciens, ça commence dès 82, en fait, sur Atari 2600, où on a, ce qui ressemble à être un Pac-Man modifié, hein, pour avoir des aliens à la place des fantômes. Bon, des aliens qui sont faits avec des pixels gros comme mon pouce, donc à réserver aux archéologues, hein, je pense. Hein. De même qu'il est difficile de recommander aujourd'hui un jeu sur MSX ou CPC, hein, même si le Alien de 84 sur ZX Spectrum est en fait remarquable de fidélité, parce qu'on joue exactement le scénario du film, hein, c'est presque un jeu d'aventure différent à chaque fois. Il faut donner des consignes à l'équipage, et l'infecté et l'androïde en fait sont différents à chaque fois aussi, donc c'est assez marrant. Bon, évidemment c'est ultra minimaliste, hein, au niveau graphique, à vous en doutez. Mais bon, le premier jeu 2D Alien qu'on puisse encore recommander, c'est peut-être Alien Infestation. Et ouais, je sais, je parle pas d'Alien 3 sur Super NES, parce que je pense que quitte à avoir un jeu 2D Alien, autant opter pour un jeu DS un peu plus moderne, qui est souvent injustement oublié, hein, puisque c'est un jeu qui a été développé par WayForward. Ce sont les développeurs de Shantae et de Mighty Switch Force. Donc et de Book of Memory, je sais, mais bon, voilà, on va oublier celui-là. Shantae et Mighty Switch Force sont de bons jeux de plateforme, hein, et donc chez WayForward, ils sont très bons, hein, là-dedans. Et donc Alien Infestation, c'est bien animé, c'est un long Metroidvania, enfin c'est un Metroidvania non qui est pas très 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 long en fait, mais c'est un bon Metroidvania, donc dans des vaisseaux, avec des aliens, c'est plutôt joli pour de la DS. Justement, c'est pas extrêmement long et c'est relativement abordable au niveau difficulté, je trouve, plus qu'Alien 3 en tout cas. Et bon, évidemment, dans le domaine de la 2D, Alien vs Predator, c'est qui est le jeu d'arcade de 94, hein, c'est un immanquable. C'est un beat'em all qui peut se jouer à 3 en simultané, c'est d'ailleurs une partie de sa renommée, et c'est pour ça. Et c'est un pur jeu d'action, hein, comme Capcom sait les faire. Donc on peut incarner un marine avec une mitrailleuse à la place du bras, une jeune femme ou un vieux Predator cyborg, ou une jeune femme cyborg avec un katana. Donc comment dire non, hein, franchement, tout ça c'est quand même magnifique. Et bon, faut pas chercher trop de fidélité à l'œuvre originale, hein. Pas plus d'ailleurs que dans les Alien Arcade de 90, qui est une sorte de contrat reskiné en fait. Mais bon, perso, moi j'ai toujours pensé que le genre du FPS, en fait, du Doom-like, et ça allait comme un gant, enfin ça irait comme un gant à Alien, et j'ai pas été déçu. Alors perso, j'ai jamais joué à Alien vs Predator sur Jaguar, hein, qui est considéré comme la killer app de cette vieille machine, c'est vrai que c'est un jeu les plus impressionnants là-dessus d'ailleurs, mais moi c'est le jeu Alien vs Predator, c'est quand même le jeu qui a propulsé Rebellion, le studio anglais, hein, sur le devant de la scène. Donc le jeu permettait d'incarner un Marine, ça déjà sur Jaguar. Donc tu pouvais incarner un Marine, ce Predator ou un Alien. Et ça c'est cool. Car j'ai joué Alien vs Predator sur PC, ensuite sorti en 99, puis à sa suite, Alien vs Predator 2 en 2001. Et honnêtement, c'est lui mon petit préféré. Alors, même aujourd'hui... Et on pouvait jouer un Predator aussi ou pas ? Complètement. Aujourd'hui, hein, la 3 dépasse. Alors c'est Monolith qui s'est occupé de Predator 2, de Alien vs Predator 2, qui s'en est chargé en utilisant le moteur LeadTech. C'est le même que celui de No One Lives Forever, par exemple. Et c'est cette branche du moteur, en fait, qui va évoluer pour donner les jeux Fear et plus proche de nous, Shadow of Mordor. Et donc oui, on y joue les 3 races. Donc il y a une campagne différente par espèce, et les 3 s'intersectent. La campagne marine, elle est assez classique, hein, mais très bien foutue. Voilà, les éclairages sont pas mal, hein, l'ambiance est excellente en fait, on envoie des rafales de mitraillettes au moindre bruit, et quand il y a de l'action, c'est bien la panique, hein, parce que vous n'êtes pas très costaud, hein, ni face aux Predators, ni face aux aliens, et eux ils sautent et ils grimpent partout à toute vitesse. Et donc ouais, j'ai un souvenir ému moi de la campagne Alien. On débute en facehugger, et on doit trouver une proie, et ensuite on devient un chestbuster, et ainsi de suite. Donc la sensation d'être une espèce de gros insecte comme ça qui se faufile super vite dans les conduits et se balade la tête en bas, c'est marrant. Hein. Osef la gravité. Le fait de se balader au plafond, ça m'était resté marqué, moi, que tu puisses jouer l'alien en te baladant tu l'avais testé au plafond.
Ouais, alors là, j'y avais joué effectivement un petit peu à l'époque. Ouais. Ah ouais, non, mais moi j'avais trouvé ça très rigolo, assez original, effectivement. C'est assez perturbant de jouer l'alien. L'alien n'a pas d'arme d'ailleurs, mais tu bouffes des têtes. Et tu vois dans le noir et tu utilises les odeurs. Et puis bon, c'est quand même marrant parce que ça peut te permettre de faire gagner le méchant, quoi. Et moi j'aime bien les jeux qui font gagner les méchants des fois. Enfin bon, pas vraiment en réalité, puisque la campagne Alien, elle se passe avant celle des Marines. Donc voilà, tu gagnes, mais ce n'est que temporaire. Hein. J'allais dire malheureusement, je sais pas si je dois vraiment dire ça. Donc je parle du 2 parce qu'il se trouve que j'ai pas joué vraiment beaucoup au premier. Cela dit, il est aussi très bon, hein, et de ce que j'en ai vu, surtout à l'inverse du 2, il est très facile à trouver. Il existe une édition Alien vs Predator classique 2000 sur Steam, une version modernisée avec toutes ses extensions. Et Alien vs Predator, c'est un vrai classique, hein. C'est aussi parce que Rebellion a libéré le code source du jeu en 2001, et donc ça lui a permis d'être porté sur Linux, Xbox et même sur PS Vita. C'est quand même marrant, même si c'est de manière non officielle, bien sûr. Alors, je sais, dans les FPS, hein, vous trouverez pas mieux que les Alien vs Predator 1 et 2 sur PC, et il y a eu un remake en 2010 sur la génération PS3 360 que personnellement j'ai pas détesté, mais qui est pas foufou. Voilà, la maniabilité est pas toujours géniale. Finalement, c'est un truc qui apporte pas grand chose, hein, si ce n'est des graphismes améliorés. Donc c'est toujours compliqué sur console de toute façon. Non, ouais, ce genre de... pas vraiment. Bah, moi, je trouve que c'est un jeu honnête, mais voilà, il fera pas date comme l'original en son temps, quoi. Et donc, après, tout ça, c'est des jeux Alien vs Predator. Donc, si vous voulez un FPS pur Alien, c'est différent. Donc, il y a eu sur PlayStation 2 shooters qui s'appellent Alien Trilogy et Alien Resurrection, qui sont des Doom-like, très bons pour l'époque, mais qui souffrent un peu aujourd'hui. Hein, c'est quand même PlayStation première du nom. Bon, le premier règne par sa maniabilité, hein, puisque à l'époque, ça se jouait à la croix directionnelle, c'était avant la DualShock. Donc, je les ai relancés. C'est pas évident de les recommander. Ça doit souffrir, quand même. Ouais. La PlayStation, je me rendais compte là l'autre jour, ça fait partie de ces consoles qui ont vraiment les jeux, je trouve, ont mal vieilli. Enfin, bon, peut-être un autre épisode à faire sur le sujet, mais c'est vrai. Non, mais c'est il y a d'autres supports qui ont moins mal vieilli, quoi. Oui, mais c'est sûr. Après, les jeux Alien, comme ils sont très très sombres, le premier Alien Trilogy, en fait, il est limite encore jouable. Mais enfin, c'est vrai que tu vois rien, ça passe. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, bon, hormis ces deux titres, il y a peu de FPS qui soient purement Alien. Il y a eu Colonial Marines en 2013, et je peux pas recommander puisqu'il est unanimement reconnu comme un accident industriel. Ah, mais... Alors, évidemment, j'ai peut-être quelque chose pour vous quand même. J'ai le bon vieux Doom à la rescousse, parce que oui, Doom, le vieux moteur de 93, le vieux monsieur de 93. D'ailleurs, Alien a eu une influence sur Doom. À l'origine, c'est que l'équipe d'id Software voulait faire un vrai jeu Alien. Ils avaient contacté la 20th Century Fox, et puis finalement ils ont renoncé parce qu'ils voulaient garder le maximum de contrôle sur le développement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a des démons de l'enfer au lieu d'avoir des aliens. Mais en vrai, c'était parti comme un jeu Alien. L'ambiance reste un peu perceptible. Je me souviens que même dans les années 90, il y avait déjà des mods Alien pour Doom sous DOS. Et aujourd'hui, le moteur de Doom est libre, hein, donc depuis longtemps. Donc il y a des implémentations de Doom partout. Et il y en a une d'elles qui s'appelle GZ Doom, c'est un moteur 3D de Doom, mais modernisé pour Windows 10. Et pour GZ Doom, il y a un mode Alien Trilogy pour le Doom original, donc ça remplace les ennemis, les textures, et ça introduit des tourelles, des androïdes, etc. Donc, alors, évidemment, c'est une sorte d'aller-retour, en fait, comme ça. Donc, c'est peut-être une vision qui est proche de ce que Carmack avait originalement. Et c'est voulu, hein, d'ailleurs, c'est voulu comme une version moderne du jeu PlayStation, en fait. Et bon, en s'appuyant sur ce mode Alien Trilogy, il y a une conversion totale de Doom à un nouveau jeu qui s'appelle Aliens Eradication, et vous avez 4 classes qui donnent 4 campagnes différentes, hein, nouvelles armes, radar de proximité, facehugger. Les facehuggers sont mortels à un coup s'ils s'approchent trop, donc c'est quand même assez violent. Et donc bref, il y a un nouveau jeu Alien, totalement créé par la communauté, donc si ça vous intéresse, hein, vous devez vous procurer GZ Doom, les watts du Doom original pour que ça fonctionne, et le mode Alien Eradication qui est sur mode DB. Bon, si vous voulez télécharger la Total Conversion, vous avez d'ailleurs le mode Alien Trilogy de toute façon gratos, et vous pouvez vous refaire Doom 2 et Final Doom façon Alien pour le même prix. Bon, pour conclure, évidemment on pourra me faire remarquer que j'ai pas parlé d'Alien Isolation, mais c'est parce que c'est pas un FPS en fait. Hein. C'est un jeu d'aventure, infiltration, c'est pas vraiment un first-person shooter, donc c'est connu, hein. Alien Isolation c'est probablement le meilleur jeu Alien si vous recherchez ce genre-là, hein. Et donc c'est un survival horror qui est très fidèle au film original. Et bon, je vais faire que répéter ce qui a été dit maintes fois, hein, le travail effectué par Creative Assembly pour relater donc l'histoire de la fille d'Ellen Ripley, 14 ans plus tard, est remarquable. C'est vraiment... donc le jeu date de 2014, il est toujours très beau. Artistiquement, on retrouve totalement l'ambiance futuriste des années 80, quoi, donc qu'on a fatalement dans le film. Et donc, on a des vaisseaux spatiaux interstellaires, mais on a des claviers sans deux touches, des écrans verts, des radiocassettes. Et c'est très amusant à voir, et le jeu a été nominé plusieurs fois au BAFTA. Il a eu prix de la meilleure audio, d'ailleurs, le prix de la meilleure audio.
Tout au long du jeu, on doit éviter les ennemis, hein, les xénos, les androïdes et même d'autres humains qui sont pas sympas. Et bon, le jeu est pas parfait, il y a une IA qui est parfois un peu aléatoire, mais c'est quand même un classique. Si j'en parle que maintenant, bah c'est à la fois parce que c'est le plus récent, et c'est le plus évident aussi, hein. C'est aussi parce que c'est pas trop mon type de jeu. Voilà, c'est logique, hein. Je le confesse, hein. Le premier film est excellent, mais moi j'ai toujours une petite préférence pour le 2, c'est le Aliens avec plus d'action, plus de aliens, et voilà, plus badass. Donc voilà, Alien c'est aussi un révélateur de personnalité, hein. Quel est ton alien préféré, je te dirai qui tu es. Oh. En 2 mots et pas en un seul. C'est beau. Faudrait que j'y réfléchisse d'ailleurs, moi, qui est mon alien préféré. Mais d'ailleurs, des films, je pense que moi, pour le coup, c'est le 4, moi, mon préféré, je pense, de Jean-Pierre Jeunet. Mais bon. Bon, il y aurait sans doute énormément matière à dire sur Alien encore, hein, parce que j'ai fait des énormes ellipses, je suis pas rentré dans les détails, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont très fans qui vont m'en vouloir d'être passé à côté de plein de choses sur les films originaux, sans doute plein de personnes qui vont me dire, et probablement à juste titre, que les éléments que je souligne dans Prometheus et Covenant ne permettent pas de remonter la note qu'on puisse leur attribuer. Probablement aussi qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui auraient plein de jeux sur lesquels ils voudraient rebondir, dont tu vas pas forcément parler. Bref, il y aurait suffisamment matière à dire, mais ça on vous laisse le faire en commentaire sur paraculte.fr. N'hésitez pas à nous dire aussi. Je pense que le format de l'émission est encore une fois un peu long et j'espère que vous ne nous en voudrez pas. N'hésitez pas aussi à réagir là-dessus sur les commentaires. Et puis, si jamais vous n'avez pas assez de nos voix pour Paraculte, si jamais vous trouvez que les épisodes qu'on sort, c'est pas assez, vous pouvez peut-être écouter, notamment si vous vous intéressez à la tech, vous pouvez écouter Tech Café sur techcafé.fr. Vous aurez tous les liens pour écouter le podcast sur vos plateformes favorites et vous aurez de l'actu hebdomadaire sur ce qui se passe dans les nouvelles technologies. Guillaume, en attendant, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Bah écoute, probablement dans Tech Café aussi, parce que j'y officie assez régulièrement. Et je sais pas, peut-être pas, de toute façon, dans l'espace, même si je suis dans l'espace, personne ne m'attend à crier, alors bon, voilà. C'est vrai, c'est tout le problème. Profiter de ce long épisode de Noël, exceptionnellement. C'est cadeau. C'est cadeau. Vous me retrouverez pas sur LV426, mais probablement plus sur guillaumevendée.fr ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci d'écouter les épisodes semaine après semaine, de nous faire part de vos remontées. C'est évidemment le bien le plus précieux qu'on puisse imaginer quand on produit des contenus comme on le fait. En attendant, on vous souhaite de bonnes fêtes et puis on se dit rendez-vous dans très prochainement, on sait pas trop quand, mais début 2021, pour un prochain épisode de Paraculte. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.